Sud Kivu, débandade au centre commercial de Kavumu suite aux rumeurs selon lesquelles les Wazalendo descendent en direction vers l'aéroport. Vers 15h36, reprise des travaux à Goma entre la chef de la MONUSCO et le leadership de l'AFC M23. Composition du leadership AFC M23 dans les échanges avec la délégation MONUSCO ce vendredi 13 juin 2025, Corneille Nangaa, Yobeluo, coordonnateur politique, Bertrand Bizimois, coordonnateur adjoint en charge des questions politiques, diplomatiques et juridiques, Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint en charge de l'économie, finances, mobilisation et développement, Délion Kimbulungu, secrétaire permanent, Laurence Kanyuka, chef de département de la communication, Jean-Pierre Alumba, directeur de cabinet AI, colonel Imani Nzenze, chef de la sécurité, colonel Samuel Nsabimana, chargé des relations civilo-militaires, maître Doudou Tikaileli, conseillère, madame Chantal Murekatete, conseillère, madame Mukadizi Hélène, bourgmestre de la commune de Goma, et capitaine Jackson Birinjiro, assistant et aide de camp à l'état-major général de l'AFC/M23. Ce problème n'a pas été créé par le Rwanda, et ce n'est pas le problème du Rwanda, c'est le problème du Congo. Le M23 n'est pas composé de Rwandais. Le Rwanda a-t-il actuellement des troupes, ne serait-ce qu'une seule, dans l'est de la RDC? Je ne sais pas. NBC News a obtenu en exclusivité 3 ans de rapports de renseignement confidentiels et des images de surveillance. Ils nous ont été remis par des contractants militaires engagés pour fournir du renseignement aux forces congolaises. En utilisant des rapports d'incidents supplémentaires des forces de défense du Rwanda, ou RDF, des images satellites et des entretiens avec des combattants, nous avons pu reconstituer le récit de la guerre secrète menée par le Rwanda. Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases avancées sur le sol congolais, comme cette base située à près de 65 km de la frontière, qui servait à armer, former et commander les alliés du M23. Les images divulguées montrent également comment les RDF ont inondé l'est du Congo d'armes lourdes, notamment des mortiers guidés, des mitrailleuses lourdes, des lance-missiles et même des systèmes blindés de défense aérienne. Ils ont mis en place un réseau de tranchées et de positions fortifiées permettant aux soldats rwandais de participer directement au combat. Les contractants à qui nous avons parlé estiment que le déploiement du Rwanda dans l'est du Congo compte désormais plus de 5000 soldats. Un porte-parole du gouvernement rwandais a refusé de répondre à nos questions, mais a déclaré « Le Rwanda agit pour défendre ses frontières et n'a aucune ambition territoriale en République démocratique du Congo ». En chemin, des fissures sont apparues dans la guerre secrète menée par le Rwanda. En mai 2022, les forces congolaises ont affirmé avoir capturé 2 soldats rwandais sur le sol congolais. Le Rwanda a nié ces faits, affirmant que les soldats avaient été enlevés de l'autre côté de la frontière. Mais NBC a obtenu le rapport interne des forces de défense rwandaises sur l'incident, confirmant que ces soldats ont été capturés alors qu'ils participaient à une attaque du M23 contre une caserne militaire congolaise. Le rapport recommande une sanction pour leur commandant, qui a permis à ces soldats de participer à l'attaque tout en portant des insignes militaires rwandais. Pour préserver le secret, le Rwanda a commencé à équiper le M23 et ses propres troupes avec les mêmes uniformes et équipements non identifiables, rendant presque impossible de les distinguer les uns des autres. Pour éviter la capture et l'identification des systèmes d'armes rwandais, il les faisait passer la frontière vers le Rwanda chaque nuit, dans un va-et-vient constant. Les FDR retiraient les corps des soldats rwandais morts du champ de bataille, et lorsqu'ils ne le pouvaient pas, ils les dépouillaient de leurs papiers d'identité et de leurs insignes. Malgré ces mesures, le nombre croissant de morts devient de plus en plus difficile à dissimuler.
À l'aide d'images satellites, nous avons compté un à un les sites funéraires dans ce cimetière militaire rwandais. Depuis 2021, le cimetière s'est agrandi de plus de 900 tombes. La plus forte augmentation a eu lieu entre la fin 2023 et le début 2024. Durant cette période, l'armée congolaise a mené une vague d'attaques de drones à l'intérieur de ses propres frontières. Il y a eu tellement de pertes rwandaises qu'ils ont failli perdre la guerre. Cette frappe de janvier 2024 a détruit une base des FDR et un dépôt de munitions près du village congolais de Kiwanja. L'attaque a tué des officiers rwandais qui formaient des recrues du M23. Un porte-parole du gouvernement a refusé de répondre à nos questions concernant les pertes rwandaises, mais a déclaré que notre reportage sur leur cimetière militaire n'a, je cite, aucun fondement dans la réalité. NBC News s'est entretenu avec un ancien membre de l'armée rwandaise qui a perdu des amis, des mentors et des membres de sa famille dans le conflit. Leurs funérailles, nous a-t-il dit, étaient strictement surveillées et contrôlées. Craignant des représailles du gouvernement, il a accepté de parler à NBC à condition de rester anonyme. Il nous a fourni des documents et des sources corroborantes pour vérifier son témoignage. Pour garantir son anonymat, nous lisons un extrait de la transcription de son entretien. J'ai un membre de ma famille. C'est mon cousin. Il m'a appelé. Il a dit, l'ennemi est très dangereux ici. Il a dit, nous avons très peur. Et il tremblait. Vous savez, sa voix tremblait. Il est mort le 31 décembre 2024. Il vous emmène au cimetière, il vous montre le cercueil, puis il l'enterre, puis vous rentrez chez vous. Après cela, il surveille les familles, leurs conversations, s'ils partagent ce qui leur est arrivé. Ils sont censés rester silencieux. Pour de nombreux Rwandais, le chagrin est plus fort que la peur. NBC News a trouvé et vérifié 91 exemples de familles rwandaises qui ont défié les autorités en publiant des avis de décès de proches morts dans l'est du Congo. Quand quelqu'un est mort, parfois il ne vous reste absolument plus rien du tout à craindre. Ils n'ont plus rien, absolument plus rien à perdre, vraiment plus rien. Près de 4 années de conflit ont eu leur plus lourd impact sur les civils congolais. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile pour échapper au combat, souvent à plusieurs reprises. Et les tentatives du Rwanda de dissimuler leur présence ne font qu'aggraver la situation. Un rapport ayant fuité en janvier 2024 montre comment les RDF et le M23 ont établi cette petite position fortifiée, puis ont expulsé tout le village voisin afin de préserver le secret. Au fil de la guerre, de nombreux déplacés ont trouvé refuge dans des camps autour de Goma, la plus grande ville de la région. Mais Goma est désormais occupée par le M23 et les forces rwandaises, et beaucoup de personnes sont à nouveau déplacées. Des images satellites montrent que des milliers de tentes et de structures temporaires dans l'un de ces camps sont entièrement démantelées. Les gouvernements occidentaux sont au courant de l'implication du Rwanda et l'ont déclaré publiquement. Mais malgré cela, le Rwanda continue de recevoir de l'aide internationale, y compris un financement militaire pour ses missions de maintien de la paix de l'ONU. À présent, le Rwanda est à la table des négociations de paix parrainées par les États-Unis, bien qu'il n'ait jamais officiellement reconnu sa participation au conflit. Cela permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner chez elles dans des communautés plus sûres avec de nouvelles opportunités économiques. Les États-Unis promettent un investissement rapide dans les réserves de terres rares de l'Est du Congo. C'est une offre attrayante pour le président Kagame. Selon l'accord proposé, le Rwanda profiterait de cet investissement minier et sortirait du conflit sans avoir à rendre de compte pour sa guerre secrète. Collège Saint-Théophile à Lema Terminus. En cette date hautement symbolique, jour d'anniversaire du président de la République, le service national a posé un acte fort, porteur d'essence et des valeurs républicaines. La remise de 300 bancs pupitres à cette école catholique qui en avait tant besoin. Un geste qui incarne la philosophie du président, transformer la jeunesse en richesse. Comme dans plusieurs écoles et universités du pays, ces dons ne tombent pas du ciel. Il est le fruit d'une vision politique ferme et cohérente, celle d'un leadership qui croit au potentiel de chaque Congolais, même celui que la société avait rejeté.
Nous, élèves du collège Saint-Théophile, remercions sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à relancer le service national, dont le fruit du travail se manifeste à travers cette dotation de 300 bancs pupitres. Je dis bien 300 bancs pupitres. Sous l'impulsion du chef de l'État, le service national conduit par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik est devenu une école de la dignité retrouvée, un creuset où se forment non seulement des hommes de métier, mais des citoyens debout, conscients et utiles à la nation. Remettre ces bancs à Lemba, c'est dire à haute voix que la RDC avance, que le président de la République ne construit pas seulement des infrastructures, mais aussi des mentalités et des trajectoires de vie. Ce jour est spécial grâce à vous et nous n'avons pas de mots justes et forts pour exprimer notre gratitude. Nos remerciements mérités à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour la relance du service national, lequel rend d'énormes services à la nation. Au commandant du service national et à l'ensemble de son personnel pour le travail abattu qui aujourd'hui nous offre ce don en bon pupitre dont nous sommes bénéficiaires. En lieu place des discours pompeux ou des célébrations élitistes, le chef de l'État voit son anniversaire honoré à travers un acte de service public concret, touchant un secteur vital, l'éducation. Car il a dit et redit lui-même, l'école sera le socle de la nouvelle République. À Saint-Théophile, ce n'est pas seulement 300 bancs, c'est 3 raisons de croire que la nation se relève, se reconstruit et regarde l'avenir avec assurance. Honneur au chef, respect au service national. Vous pouvez être à Kolwezi, mais ici c'est le siège de l'Union sacrée de la nation. Et nous voudrons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la province de Tshopo, Elvis Palangana-Wedge, est arrivé jeudi 12 juin à Kisangani. Il arrive dans un contexte d'insécurité grandissante au chef-lieu de la province. Aussitôt arrivé, le commissaire divisionnaire adjoint a abordé la question de l'insécurité. Nous disposons déjà de toutes les données concernant les menaces identifiées et nous comptons agir avec discipline et rigueur pour garantir un climat serein, a-t-il dit. Il vient de la province de Maniema. Kisangani attend de lui des actions efficaces contre le banditisme urbain. L'attente est la même à Isanji, chef-lieu du territoire d'Isanji. Nous allons faire de la Tshopo un oasis de paix. Dans 72 heures, vous verrez des mesures que nous allons prendre, a souligné le nouveau chef de la police. Il compte aussi sur la collaboration entre population et les agents de l'ordre. La population, en attendant les actions concrètes de la police, se livre à la justice populaire. Ce vendredi, les jeunes du quartier Matette, dans la commune Mangobo, ont tué un présumé voleur. Au moins 4 présumés voleurs ont été tués par les habitants ces derniers jours à Kisangani. Des cas de vol perpétrés par des hommes armés se multiplient dans la ville. Les détenteurs des motos sont les principales cibles des bandits armés. Des jeunes s'organisent pour des patrouilles nocturnes dans plusieurs coins de la ville. C'est le cas au bloc Kitenje, dans la commune Makiso. 5 creuseurs artisanaux ont été arrêtés à Chikapa le jeudi 12 juin 2025 par la police des mines pour exploitation illicite du diamant dans des parcelles résidentielles au quartier Kabwatu, dans la localité Komba. Selon le chef de la division provinciale des mines, l'exploitation du diamant dans les parcelles résidentielles est suspendue dans la province du Kasaï. 5 creuseurs, dont l'un est propriétaire de la parcelle située dans le site de Komba, ont été interpellés par la police des mines pour non-respect de la décision des autorités, interdisant formellement l'exploitation du diamant dans la zone, a déclaré le chef de la division provinciale des mines, Clément Kazaï. Pour rappel, 2 personnes ont trouvé la mort le lundi 2 juin 2025 à Chikapa,
suite à un éboulement survenu dans un site minier. Selon le chef de la division provinciale des mines au Kasaï, les victimes sont des creuseurs artisanaux du diamant, malgré l'interdiction formelle d'activité sur ce chantier habité.